Chères Vicoises, chers Vicois, merci déjà d'être présents dans cette réunion que j'appelle en fait une réunion sans contact. La pandémie nous y oblige. C'est un exercice compliqué pour nous puisque nous sommes, comme je l'ai dit déjà, dans une des vidéos qui est en ligne sur notre YouTube. Nous sommes toutes et tous, nous sommes des personnes de terrain. Nous ne sommes pas des communicants. Notre métier, ce n'est pas de raconter des choses, c'est de les faire. Donc, merci déjà d'être là. Je vous prie de nous excuser du retard qui est lié à un problème technique. Ça, c'est la limite de la technique. Mais grâce aux compétences qui nous entourent, ce problème a été réglé puisque vous pouvez, dès maintenant, être en direct avec nous. Donc, je dis nous parce que je ne suis pas seul. J'ai une grosse partie de mon équipe qui m'accompagne, qui est derrière la caméra. Et alors, on me fait passer, il y a déjà des questions qui arrivent. Alors, c'est pour ça. Donc, il faut que je regarderai de temps en temps vers la droite quand on me fera passer les questions. Ce que je tenais à vous dire, c'est déjà faire un petit point sur le premier tour. Le premier tour s'est passé dans des conditions plutôt sereines. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle. Les autres candidats ont été courtois. Nous avons fait une vraie campagne en ne s'attachant que sur les faits, sur le bilan, bien sûr, et ce sera, je pense, aujourd'hui, pour l'heure, ce qui nous intéresse le plus. Et donc, je tiens à remercier les deux autres candidats. Le premier tour s'est conclu par le soir même la pandémie qui nous interdisait toute autre forme de procès que de fonctionner en confinement, d'essayer de raisonner différemment. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette réunion publique. Alors, attendez juste une chose. Faites pas des grimaces derrière parce que sinon, j'y arriverai pas. Je sais, mais si vous faites des grimaces, j'ai l'impression qu'il y a un problème, c'est pour ça. Donc, excusez-moi, c'est la loi du direct. Je voulais simplement vous dire, le premier tour, la pandémie. Aujourd'hui, ça nous oblige de tout reprendre à zéro. Nous allons faire des réunions publiques, privées, on va le dire comme ça. En fait, les réunions publiques sont interdites. Pour l'instant, bien que le déconfinement s'opère, nous avons décidé de vous rencontrer quand même. Et simplement, au lieu de le faire sur un lieu public, nous allons vous rencontrer chez l'un de nos candidats ou l'une de nos candidates. Nous avons distribué cette semaine dans vos boîtes aux lettres toute la programmation, les dates, les heures et les adresses où nous serons heureux de vous accueillir et où nous pourrons échanger de façon conviviale et surtout de façon authentique. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine, un peu plus, du second tour. Il est important de se poser la vraie question. Doit-on garder une municipalité en l'état, avec un fonctionnement de l'équipe sortante qui exclut systématiquement toutes les actions, les idées, les énergies des groupes qui composent l'opposition? Soit nous sommes dans des réunions qui ne se réunissent pas, des commissions qui ne se réunissent pas. La commission des travaux ne s'est jamais réunie en 2 ans de mandat. Quand on pose la question à monsieur le maire en lui disant « mais quand sera-t-il, à quoi ressemblera la place de Verdun? Vous verrez quand elle sera finie. » Voilà le genre de réponse que nous souhaitons ne plus jamais entendre au sein du conseil municipal. Demain, quand nous serons aux manettes, c'est du moins ce que j'espère, nous redonnerons la parole au groupe de la minorité.
Il est important pour nous que l'ensemble des voix des concitoyennes et des concitoyens soient représentés. Si nous gagnons de 1%, de 51 à 49, doit-on bafouer les 49% de personnes qui n'ont pas voté pour nous en disant « c'est nous qui avons les manettes, ça se passera comme ça ». Ce n'est pas du tout comme cela que nous pensons la démocratie. La démocratie, c'est faire participer au maximum la population qui compose un territoire. Toutes nos commissions seront ouvertes aux personnes qui désirent s'impliquer, réfléchir, penser, apporter des idées, des expériences, que ce soit professionnelles, humaines. Mais nous aurons besoin de tout le monde pour gérer cette commune dans un esprit serein, sans clivage politique, sans clivage de vote. Je serai le maire de tous les Vicoises, de toutes les Vicoises, pardon, et de tous les Vicois, et non pas le maire de ceux qui auront voté pour nous. C'est une promesse que j'ai faite, que je tiendrai. Pour ceux qui me connaissent bien, les personnes savent que je tiens mes promesses. Donc maintenant, nous allons commencer par répondre à la première question. Si vous voulez bien me la passer. Alors, pardon. Excusez-moi. Alors, quelle sera la place de Vic dans la communauté de communes? Et quels en seront les enjeux? Alors, je me suis largement exprimé là-dessus. Lorsqu'en 2017, la communauté de communes a été restructurée avec la fusion de 3 communautés de communes, j'étais alors vice-président de la communauté de communes et donc je travaillais sur l'ancienne collectivité qui s'appelait Vic-Montagnais. Lors de cette fusion, nous avions travaillé avec l'ancien bureau à échafauder un projet, un programme collectif pour que chacun des membres du territoire communauté de communes puisse demain se retrouver dans les actions que nous allions mettre en place. Il est vrai que dans ce projet-là, la commune de Vic, il ne faut pas l'oublier, est le plus gros contributeur financier de la communauté de communes. La commune de Vic est la plus grosse commune de la communauté de communes de Vic. La commune de Vic possède en son sein 3 lycées, un hôpital, et donc, de fait, devait être le centre-bourg du nouveau territoire. La fusion ayant été faite, ce n'est pas ce projet-là qui a été retenu, c'en est un autre. C'est la loi de la démocratie. Nous avons été mis en minorité avec l'ancien bureau dont je faisais partie. Et aujourd'hui, je ne dis pas que tout est mauvais, parce que dans toute action, il y a du bon, il y a du mauvais. Je dis simplement qu'aujourd'hui, Vic est en train de perdre la place qui devrait être la sienne, à savoir, ça devrait être la capitale du nord du département. Nous perdons petit à petit des services publics. J'ai vu le maire encourager presque la perte du trésor public, de la perception, ce qu'on appelait autrefois la perception, et la migration vers Montbourguet. Curieuse stratégie que d'envoyer une perception qui accueillait du public vers une commune qui n'a même pas la moitié de celle de Vic. C'est une drôle de réflexion. J'ai vu partir l'office de tourisme, comme vous l'avez vu vous aussi, hein, partir l'office de tourisme à Marciac, au sein du pays. Certes, il faut mutualiser, il faut réfléchir, l'emplacement, le fonctionnement sur un territoire, c'est important. La mutualisation, la réflexion, la mise en commun des moyens et des êtres humains, tout ça, c'est important. Sauf que, aujourd'hui, nous perdons sur tous les tableaux. Demain, il n'est pas question d'avoir une volonté hégémonique. Demain, si je suis maire de Vic-Bigorre,
je ne postulerai pas à la présidence de la communauté de communes. Seulement, je participerai activement à la construction de l'avenir de notre territoire et j'œuvrerai ainsi que mes colistiers à remettre Vic à la place qui est la sienne. Voilà par rapport au positionnement. Je veux juste préciser une chose. Lorsqu'il y a eu cette fusion, monsieur le président Ré m'avait proposé un poste de vice-président au sein de cette nouvelle structure que j'ai refusé, puisque le projet que je défendais n'était pas celui-là. Ce n'est pas un poste que je cherche, ce n'est pas un poste que nous cherchons, ce sont des actions, des projets que nous souhaitons élaborer avec toutes les personnes qui ont envie de travailler. Par rapport à la communauté de communes, je voulais rajouter quelque chose au niveau des écoles. La pandémie qui s'est passée a été extrêmement compliquée et je tire le chapeau à M. Ré parce qu'il sera critiqué, et c'est normal, chaque fois qu'on fait quelque chose, on est critiqué, sera critiqué, mais au moins, il aura œuvré, et pendant cette période-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait aimé être à sa place, à réfléchir avec les enseignants, les parents d'élèves, les collectivités, enfin les mairies, etc., pour trouver la solution la plus adaptée. Puisque quotidiennement, pratiquement quotidiennement, les règles de l'évolution changent. On nous dit, on déconfine pas. La semaine prochaine, on déconfine. Tout le monde à l'école. Le lundi, le mardi, on rend les livres et après, on joue. Voilà. Est-ce que ça le méritait? Ça, ce sont des choix gouvernementaux qui ne nous appartiennent pas. Mais je tenais à préciser ceci. Quand nous rentrerons à la communauté de communes, nous ne serons pas des opposants. Nous serons des acteurs, comme nous nous engageons à l'être au niveau de la municipalité, et nous ferons tout pour que demain, la communauté de communes à Dourmadiran soit gérée au niveau de la gestion. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. On regardera, on fera un bilan, on fera un point, mais nous ferons peser notre poids des 5000 habitants, pas tout à fait, qui composent notre ville, au sein de ce territoire. Moi. Action de protection, qu'allez-vous faire comme action de protection de l'environnement? Alors, protection de l'environnement est un vaste programme. Nous n'avons pas tous les leviers pour pouvoir faire une vraie protection de l'environnement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous allons œuvrer avec les associations, avec les personnes qui s'engagent quotidiennement autour de l'environnement. Je pense aux syndicats de l'eau, je pense aux agriculteurs qui s'orientent de plus en plus vers l'agriculture biologique, au moins raisonnée. Zéro phyto, c'est un argument de campagne que tout le monde emploie, mais c'est la loi. Donc, de toute façon, nous partons sur du zéro phyto, tout le monde est à zéro phyto, du moins tout le monde y vient, puisque c'est la loi. Donc aujourd'hui, la protection de l'environnement, pour améliorer l'environnement, il faut déjà voir ce qui le détruit ou ce qui le dégrade, afin d'œuvrer dessus. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on goudronne, on met les voitures, on ne réfléchit pas. Le centre-ville a été refait totalement. On ne va pas revenir sur le fait personne n'a été concerté, même pas les riverains, même pas les commerçants. On ne va pas revenir là-dessus, tout le monde le sait. Ça a été un des sujets de discorde qui a fait exploser le groupe de M. Ménette en 2018. Un des sujets. Donc tout ce qui a été investi, tout l'argent public, votre argent, notre argent, l'argent des contribuables qui a été investi, pas un mètre, je dis bien pas un mètre de piste cyclable sécurisée a été créé. Ce sont des exemples concrets. L'ancienne communauté de communes avait travaillé sur la chaudière collective bois.
qui a été très décrié, mais qui fonctionne très bien. Ce projet-là est parti d'un constat. Nous dépensions au niveau de la communauté de communes Vic-Montané, sur Vic, entre 500 et 600 000 euros d'énergie par an. Ces 500 ou 500 000 euros, où partaient-ils? Au Qatar? En Russie? Pour du gaz? La réflexion a été de dire, comment fait-on pour que cet argent qui est dépensé puisse être réinjecté sur notre territoire? La chaudière collective bois, aujourd'hui, permet d'acheter du bois dans un rayon de 50 km, du bois de rebut, on n'abat pas les arbres pour mettre dans la chaudière collective bois, et permet de contrôler un coût. Toutes les personnes qui ont pu se raccorder, qui étaient sur le circuit, n'ont plus à gérer le problème du ramonage, la chaudière qui tombe en panne. On paye ce qu'on consomme, et ça, ce sont des vraies actions structurantes pour notre territoire. Une autre question, merci. Alors, population vieillissante, quel projet pour maintenir l'inclusion des personnes âgées dans la vie vicoise? Alors, lorsque nous avons démarré la campagne, lorsque nous avons réfléchi sur les actions sur lesquelles nous pouvions, nous, collectivités, intervenir, nous nous sommes rapprochés pour toutes les questions. Nous nous sommes rapprochés de personnes qui nous semblaient des personnes qualifiées. En l'occurrence, lorsqu'on a réfléchi sur le sujet de la personne âgée, de l'inclusion de la personne âgée au sein d'une commune comme Vic, nous nous sommes rapprochés du médecin chef de pôle, le médecin gériatre chef de pôle du pôle gériatrique de Bigorre, M. Gasnier. Nous avons organisé une réunion entre M. Gasnier, le docteur Gasnier, docteur Wolf, docteur Garçon, afin d'appréhender avec eux leur ressenti déjà. Ces personnes connaissent mieux que quiconque la population vicoise, puisqu'ils l'ont tous les jours dans leur cabinet, pour les deux médecins libéraux. Monsieur Stru aurait voulu participer, je dois l'excuser, on n'a pas pu se libérer, mais normalement aurait fait partie de la réunion. Nous avons donc échangé avec et nous on a réfléchi ensemble. Donc on a travaillé ensemble. Des actions, il y en a. Demain, nous avons un projet. Et un projet qui sera innovant, structurant, adapté. En effet, la maison de retraite, vous êtes au courant, la maison de retraite des Acacias. Attendez, excusez-moi, parce que là, j'ai la lumière maintenant qui me renvoie là et je ne vois plus rien, je suis tout blanc. Bon, c'est pas grave, ce sont le direct, c'est le soleil qui se couche. Je vais me reculer, voilà, c'est bien. Et donc, Monsieur Gasnier nous faisait part, nous disait, la maison de retraite des Acacias va être détruite puisqu'elle devient obsolète et tout ça. Demain, la collectivité, et je pense que ce sera plutôt au niveau de l'échelle de la communauté de communes, pourra acquérir un terrain. Nous nous sommes déjà rapprochés du propriétaire. C'est faisable. Acquérir un terrain sur lequel nous pourrons construire une maison de retraite. L'hôpital construira la maison de retraite, la collectivité fournira le terrain. Mais demain, il permettra d'accueillir des personnes âgées dans de meilleures conditions. De plus, nous avons réfléchi aussi ensemble à la création d'habitats adaptés. Aujourd'hui, Vic souffre de carence d'habitats adaptés pour la personne âgée, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap. Aujourd'hui, il est très compliqué de trouver une maison ou un logement qui soit de plein pied et qui soit adapté. Donc la réflexion sera un projet que nous avions déjà mené avec l'OPH sur l'ancien mandat, à savoir raser la cité Sartou et y faire à la place des logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes âgées. Mais ce n'est pas la seule solution, c'est une des pistes.
La raison pourquoi ça a traîné, pourquoi on ne l'a pas fait pendant ce mandat? Pour la bonne et simple raison que lorsque l'OPH est venu nous voir en début de mandat, en nous demandant, comme toutes les collectivités le font, de se porter caution sur les emprunts des investissements lourds qui sont faits sur le territoire. Toutes les communes l'acceptent. Nous l'avions toujours fait. À l'époque où M. Claude Miquiot était maire ou M. Jean Border était maire, nous l'avions toujours fait. Mais comme nous le faisions avant, il fallait bien sûr ne pas le faire. Et donc, ça a été refusé. Résultat des courses, les investissements qui étaient prévus ont été transférés vers d'autres communes. La cité Sartou a dû attendre l'an dernier pour être rasée, soit 5 ans, alors qu'elle était projetée d'être rasée dès 2014. Et aujourd'hui, en 2020, nous aurions certainement le bâti qui serait en place. Voilà pour les... Enfin, on pourra revenir si d'autres questions arrivent, mais après je suis bavard et c'est un peu long parfois. Que comptez-vous faire pour redynamiser le marché et globalement la ville? Alors, l'attractivité d'une ville n'est pas une chose simple. L'attractivité de la ville passe par plusieurs vecteurs. Le premier, bien sûr, c'est l'économie, l'emploi. Aujourd'hui, malgré les promesses de 2014, des commerces se sont fermés, d'autres se sont ouverts, mais pas une entreprise s'est installée sur le territoire. Je dis bien, pas une. Alors que c'était un argument de campagne, moi, je ferai venir les entreprises à Vic. Pas une. Bien au contraire, une des plus grosses a dû fermer. Ce n'est pas la faute de la collectivité actuelle. Sauf que quand vous parlez avec le chef d'entreprise qui vous dit que la dernière fois qu'il avait vu monsieur le maire, c'était en 2014 pour les élections. Je trouve quand même regrettable 40 emplois, que nous perdions 40 emplois sur le territoire sans même avoir une visite du maire. Que devons-nous faire pour redynamiser la ville? Que pouvons-nous faire? Déjà, il y a des actions qui sont mises en place. Des OMPCA, des ORAC, opérations de redynamisation du commerce et de l'artisanat, enfin de l'artisanat du commerce. Ce sont des actions qui sont menées en étroite collaboration avec les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers, afin de valoriser le commerce local, l'aider à se développer et éventuellement aider à installer de nouveaux commerçants, de nouvelles entreprises. Il y a des actions qui sont menées dans d'autres communes. Par exemple, une aide financière pour reprendre un bail ou un local vide depuis 1 an, 2 ans. Ça, ce sont des règles que l'on établira collectivement. Comment voulez-vous redynamiser une commune qui a perdu plus de 500 habitants pendant un mandat? Comment voulez-vous faire? La première des choses, l'économie, aider les commerçants en place. Essayez d'aller chercher d'autres commerçants qui ne sont pas en place pour venir compléter l'offre. Conserver les services publics, se battre pour conserver les services publics. Lorsque le lycée professionnel fermait sa section de mécanique auto, nous avions décidé de faire une motion, nous élus, du groupe majoritaire de l'époque, de l'équipe de Jean Border, afin d'appuyer de tout notre poids pour essayer de faire en sorte que la cité scolaire ne diminue pas. Les membres de l'opposition d'alors, dont faisait partie monsieur le maire, n'a pas voté pour la motion. Déjà, c'était un signal que les Vicois auraient dû entendre. Le service public, Vic est Vic, parce qu'il a en son sein ce que je disais tout à l'heure, des services publics qui apportent toute une attractivité. Battons-nous pour le maintenir, pour le développer. Travaillons sur les commerces, l'artisanat, qui est bien souvent oublié, mais aussi l'habitat,
Quand vous voyez aujourd'hui le nombre de maisons qui sont à vendre à Vic, le nombre de maisons qui sont en état de dégradation très avancé, faute de moyens, la collectivité ne peut pas tout. Mais la collectivité a un rôle à jouer. Lorsque nous avions mis en place des actions avec l'ANA, des aides avaient été données, nous multiplions par 2 entre la Comcom et la mairie, nous additionnions les 2 subventions afin que le projet puisse être porté par les porteurs de projet. Une ville est dynamique si son dynamisme se voit. Alors les petites fleurs, c'est super. Hein. Sur la collectivité, aujourd'hui, là-dessus, ça fait partie des bons points que moi, Vicois, je donnerais à cette municipalité. Ils ont fait du vrai boulot. Le fleurissement est propre, c'est clean. Il y a eu des gros progrès de fait sur la propreté. Il y a encore des choses à faire, hein, mais il y a eu des progrès de fait. Donc, il faut le dire. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas, comment dire, je suis, paraît-il, quelqu'un de clivant. C'est ce qu'on me dit. Toi, tu es clivant parce que tu dis ce que tu penses. Oui, peut-être. Par contre, je suis quelqu'un qui sait reconnaître quand les choses sont bien faites. Et notre équipe, nous, notre équipe, ce qui fait notre force, outre les compétences, l'énergie, tout ce qui la compose, la richesse qui compose notre équipe, nous disons les choses, nous savons reconnaître ce qui est bien, ce que nous trouvons bien, puisque c'est subjectif, mais ce qu'on ne trouve pas bien. Et c'est demain ce que j'attends, ce que nous attendons des Vicoises et des Vicois, c'est que régulièrement, nous ferons un point avec eux sur toutes les actions. Tous les 6 mois, nous ferons un point sur les actions que nous avons engendrées, que nous avons initiées, voir où ça en est, et ils travailleront avec nous. Je prends une autre question. Merci. Avez-vous le projet d'une cantine scolaire locavore, consommation de produits locaux, valorisation pour le développement économique et rassurant pour les familles? Alors, ça, c'est un projet qu'on a depuis très longtemps. Nous avions, je reviens souvent à la fusion des 3 Comcom, puisque ça dépend de la communauté de communes, hein. Nous avions beaucoup travaillé avec M. Ray et M. Curette, nous avions travaillé tous les 3 sur justement les objectifs importants de cette fusion. Parmi les objectifs importants, il y avait celle de créer une collective centrale, au moins que chaque enfant du territoire de la communauté de communes mange des mets de qualité issus de producteurs dans un rayon raisonnable, avec tout le travail pédagogique qui va autour du goût, etc. Monsieur Ray, je sais, est quelqu'un qui partage ce point de vue, puisque nous l'avions déjà évoqué. La légumerie qui s'est installée à Montbourguet du conseil départemental, je sais qu'ils ont travaillé ensemble et qu'on travaillera ensemble pour demain. Mais je pense que le vrai projet, si nous pouvons y arriver sur ce mandat-là, ce sera de créer une cuisine centrale en mettant autour de la table tous les producteurs que nous avons d'abord sur notre Comcom, puis peut-être sur notre département, mais déjà en mettant tout ça autour de la table, je suis sûr que nos enfants mangeront mieux en qualité, en goût, et qu'en termes de coût, c'est à la collectivité de travailler pour que les plus démunis puissent au moins avoir un repas équilibré et de qualité. Il ne faut pas oublier que certains de nos enfants ne mangent qu'un seul repas équilibré par jour, c'est celui qui est donné à la cantine. Si vous donnez à la cantine des repas industriels, on détruit la vie de nos petits. On leur fait goûter des choses qui sont immangeables ou, enfin bref, qui pour la santé, demain, on n'ouvre pas au goût, et on dégrade leur santé. Je pense que pas un élu n'est d'accord pour faire ça. Donc je sais que là-dessus, je peux compter
sur la communauté de communes à Dourmadiran. Circulation et handicap. Alors là, un vrai projet, ça. Alors la circulation, on ne va pas faire le détail des rues où on ne peut pas circuler à pied. Allez vous balader du quartier de Baradat, rue Clarac, Bousquet, etc. Là, je pense que vous avez intérêt à avoir les chevilles armées, parce que si vous tentez de passer de ce qui sert de trottoir, vous allez vite vous casser une cheville. Donc, il faut marcher sur la voirie, ce qui est tout à fait logique dans une ville. Sur la voirie et sur la circulation, nous avions, nous, avec les anciennes équipes, de M. Niqueux, de M. Border, ils avaient initié un principe très simple. Chaque fois que l'on fait une rue, on la fait comme il faut et de façon pérenne. On fera moins de rues, mais on les fera mieux. Nous avions critiqué nous avions critiqué la municipalité de début de mandat sur leur réfection des rues. Tout le monde se souvient du goudronnage de la rue Forêt. Attendez, c'était la rue. Non, c'était la rue. Non, c'était pas la rue Forêt. La rue Jean Jaurès, je crois que c'était. Enfin, la rue au coin du collège, là, où on avait goudronné autour d'une voiture parce que l'arrêté municipal n'avait pas été pris pour évacuer la voiture. Alors, goudronner pour goudronner, ce ne sera absolument pas l'objectif de notre équipe. Par contre, le travail qui a été fait dans la deuxième partie, enfin dans les 2 dernières années, depuis 2018, notamment la rue de l'Abattoir, où là, on a un travail efficace, pérenne. C'est vers ça qu'il faut tendre. Moins de rues, mieux faites. Profitons-en pour enfouir tout ce qui est câble intempestif et améliorer ainsi cette pollution visuelle qui nous gêne tous. Quant au handicap, tous les parents qui n'ont pas eu à gérer une personne à mobilité réduite ont poussé les poussettes et se rendent compte du chemin de croix pour aller du point A au point B au sein de notre ville. Imaginons un peu une personne sur un fauteuil roulant. Imaginons cette personne dans la rue Clarac, la rue Bousquet. Imaginons-la. À part se promener au milieu de la route, il n'y a pas d'autre alternative. Demain, il faudra penser à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Lorsque vous allez en Espagne, c'est pas loin l'Espagne, vous allez en Espagne, vous vous promenez dans la rue, nous croisons des personnes en fauteuil roulant, des personnes en handicap, en situation de handicap, qui se promènent. Ils ne sont pas mis dans des centres. Ils sont intégrés dans la vie de la population, dans la vie de la cité, et ils font partie intégrante de la population espagnole. Revenons vers ça. Nous devons tous vivre ensemble, avec nos différences. Mais pour ce faire, la collectivité doit œuvrer, se rapprocher des associations existantes, des personnes qui elles-mêmes sont en situation de handicap et qui souhaiteraient participer à l'action municipale. Comment voulez-vous qu'elles soient incluses à l'action municipale quand nous, élus, qui siégeons au conseil, ne sommes même pas associés aux commissions? Ce n'est pas pour aller chercher des personnes en situation de handicap. Tout cela, nous avons la chance, et je dis que c'est une richesse, d'avoir parmi nous une colistière qui est en situation de handicap et qui le vit au quotidien et qui nous rappelle sans cesse le courage qu'il faut. Cette personne sera la responsable et elle aura comme ça, comme interlocuteur et comme sujet de discussion des sujets qu'elle connaît. Ça part de là, le travail de tous ensemble. Comment allez-vous communiquer avec les différents quartiers de Vic afin de prendre en compte les améliorations nécessaires exposées pour chacun et apporter une réponse? Ah oui, d'accord. Alors, nous l'avions marqué dans notre programme. Pour nous, la vie de quartier est importante. Alors, quand je dis la vie de quartier, c'est pas de dire le quartier vit tout seul, l'autre quartier vit tout seul, c'est pas du tout ça. La vie de quartier,
Dans une commune comme Vic, le quartier, ça devrait être Vic. Il ne devrait pas y avoir de différence que vous habitiez à Saint-Onis, à la Montagnière, aux Américains ou au centre-ville. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle fleurissement, par exemple, il y a de grosses différences. Il ne faut pas avoir un gros sens de l'observation pour le remarquer. Mais ça ne suffit pas, ça. Ce qui est intéressant dans les quartiers, c'est la vie qu'on y met. C'est l'énergie qu'on y met. Il y a des quartiers dynamiques qui possèdent leur association. Et il y en a des moins dynamiques. Et la collectivité, la mairie, le maire, les adjoints, les conseillers municipaux, de la majorité ou de la minorité, vivent dans les quartiers. Et ces personnes-là doivent être les relais de l'information, des choses qui ne vont pas, des idées qui y vont, des idées à soumettre, etc. Mais ça ne suffit pas non plus. Il faut que dans chacun des quartiers, et les quartiers seront définis collectivement, puisqu'on ne dit pas qu'un quartier s'arrête là. Dans chacun des quartiers, il est intéressant de mettre des personnes qui soient non élues, mais qui vivent dans le quartier, bien sûr. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que l'élu qui s'occupe de ce quartier-là n'habite pas dans le quartier. Ça évite tout copinage et ça évite surtout le regard neutre. Le regard extérieur peut souvent apporter des idées qu'on ne voit pas quand on est dans le quartier même. Donc, un binôme par quartier, un élu, une personne référente, et ensemble on échafaude les projets, les maisons de quartier. Rien ne doit être exclu. Au début, nous allons faire un état des lieux de la totalité de la commune, de tout ce qui est mis en place, de tout ce qui n'y est pas, un état des lieux en termes de, bien sûr, bâtiments, voiries, etc., humains, financiers, bien sûr, parce que ça part de là, financier, savoir où en est la commune. J'ai fait passer sur le Facebook de notre liste en début de mandat, mais nous allons alimenter notre site là, sur lequel vous êtes. Nous allons refaire passer les documents donnés par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. On ne peut pas les taxer d'être partisans, ni pour M. Ménette, ni pour notre équipe. Par contre, ce qui est sûr, quand on regarde le taux d'endettement par habitant, il a augmenté. La capacité nette d'autofinancement, c'est un grand mot potable, c'est simplement la capacité qu'a une collectivité comme une entreprise à pouvoir financer des projets sans avoir à faire appel à l'emprunt. Nous avons perdu 20% de capacité nette d'autofinancement en un mandat. Donc demain, tout ça, tous ces bilans-là, on fera un audit sur les 6 premiers mois. Le bilan étant fait, il sera factuel. On ne jugera pas, il sera factuel. De ce bilan, on construit un projet collectivement. Le socle du projet, je n'ai pas l'intention de faire carrière en politique, ce n'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de remettre Vic sur les rails vers un avenir où le vivre ensemble prend tout son sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Pardon. Que comptez-vous faire pour la jeunesse? Alors, que comptez-vous faire pour la jeunesse? Alors, les jeunes, déjà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils souhaitent? La première des choses, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Nous avions autrefois fait un conseil municipal des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, ce conseil municipal des jeunes est quelque chose d'important, puisque ça leur permet ça leur permet deux choses, à la fois de s'exprimer, de nous dire « je souhaiterais ça, c'est possible de… » etc. Et surtout, ça leur permet de comprendre ce qu'est la citoyenneté. C'est un acte de civisme. Plus on apprend tôt à nos enfants, moins il y a d'abstention et plus les gens s'expriment, disent ce qu'ils pensent. Et ils le disent avec un peu d'expérience, puisqu'en fait, s'ils ont commencé tôt, ils ont pu réfléchir à des problématiques, se heurter à des obstacles. Lorsqu'on a 14-15 ans, on est plein de rêves et on dit on va faire ça. Oui, mais financièrement, ça coûte ça. Ah bon, ça coûte autant. Et toutes ces actions très concrètes aident pour l'avenir du civisme. Conseil municipal des jeunes. Deuxième chose,
que doit-on faire des jeunes qui ne savent pas faire? Alors, le skatepark, bien sûr, on a parlé, on en parle, ça fait des mandats, et là, ce n'est pas la faute de M. Ménette, puisqu'on en parlait avant, et c'est toujours pas fait. Alors, demain, nous avons quelques petites pistes. Le skatepark sera un objectif de ce mandat. Nous le réaliserons, mais il ne sera pas juste un outil, et après, c'est fait, débrouillez-vous. Pour nous, un skatepark est un lieu de rencontre, un lieu où les jeunes se retrouvent, mais pas désertés par les adultes. Nous avons notamment le projet d'acquérir un bâtiment où on pourrait faire, nous l'avons ciblé, tout ça, bon, très bien, mais où l'on pourrait faire un skatepark, je vais y arriver, hein, où nous pourrons en faire un, comme ça sera plus facile, qui sera fermé, donc utilisable été comme hiver, qui permettra le soir de fermer à l'heure dite, sans risque de débordement, de dégradation ou d'une utilisation qui ne serait pas celle de sa destination initiale. Et ça permettrait en même temps de créer, on pourrait créer à l'intérieur de ce bâtiment un petit local pour une personne peut-être vulnérable, qui a du mal ou en fin de carrière ou qui a du mal à trouver du boulot, tout ça, trouver un petit travail qui permettrait d'être un peu le gardien, à qui on pourrait confier d'autres missions, comme par exemple aller fermer le cimetière le soir. Depuis ce mandat, le cimetière est grand ouvert tous les soirs. La chance, on n'a pas eu de vandales qui sont venus tout nous retourner. Par contre, avec les portes grandes ouvertes tous les soirs, et je sais de quoi je parle, je travaille très tard souvent à l'entreprise, j'y passe devant donc à des heures, les battants sont grands ouverts. Alors, un jour, peut-être quelques personnes avinées trouveront rigolo d'aller renverser des tombes. Je trouve que ça, c'est montrer à quel point, bon, c'est pas important le cimetière, mais si, c'est important. C'est important. Alors, c'est pas, ça fait pas partie des choses que spontanément on va mettre dans les programmes parce que c'est pas fun. Sauf que le cimetière, c'est à la fois l'histoire de la commune, l'histoire des familles, et ces personnes qui ont un de leurs proches à l'intérieur du cimetière, je pense qu'ils apprécieraient guère qu'un jour, tout soit saccagé parce que les portes ne sont pas fermées. Donc ces petits boulots-là, voilà une réflexion sur laquelle il n'y a rien à arrêter, bien sûr, puisqu'on construira tout ensemble. Mais par contre, ça fait partie des petites questions que je... Merci, excusez-moi, je bois un petit peu, parce que je suis très bavard, on l'a remarqué. Merci. Allez, nous allons passer à une autre question. Alors, Vic se caractérise par un tissu associatif riche qui joue un rôle essentiel. Quelle est votre conception des coopérations, associations et municipalités? C'est vrai que la richesse de notre commune en termes associatifs ne date pas d'hier. C'est quelque chose, c'est historique. Toutes les municipalités ont toujours beaucoup investi sur les associations. Les associations sont vraiment un des vecteurs importants du vivre ensemble. De croiser les générations, de croiser les niveaux sociaux, de croiser les origines. Quand on est sur un pré, on court après un ballon ovale, c'est plutôt ce que je préfère, ou un ballon rond. On joue avec des copains que l'on côtoie peut-être pas à l'école parce qu'ils n'ont pas le même niveau scolaire, parce qu'ils sont dans le village d'à côté, etc. Ça permet de faire des rencontres. Et ça permet aussi de savoir ce que c'est qu'une équipe. Je vous bassine sans arrêt dans tous les documents sur notre équipe. Notre équipe, notre équipe. Parce que pour moi, ça a du sens. On n'est rien tout seul. Un de nos slogans, ensemble on est plus fort, ensemble on est plus loin, c'est un slogan qui paraît, mais qui a du sens. Lorsque je prends souvent des métaphores rugbystiques, puisque c'est là où j'ai le plus sévi, on va le dire comme ça, un capitaine d'une équipe ne doit pas être forcément le meilleur joueur. Par contre, il doit être celui qui va chercher chez chacun de ses coéquipiers le meilleur du même.
de même. Il nous est arrivé, les anciens se souviennent, il nous est arrivé de rencontrer des équipes où lorsqu'on sortait dans le couloir, on se disait là, qu'est-ce qu'on va prendre? Sauf que nous étions une équipe, eux, c'était des individualités. Et à la fin, alors on ne gagnait pas de 30 points, mais on a gagné des matchs contre toute attente. Demain, c'est ce que nous comptons faire. Gagner des matchs contre toute attente. Donc, juste une autre chose là, sur les associations que j'ai oublié de vous préciser. C'est une promesse de campagne, nous nous y tiendrons. Nous pensons que pour qu'une association se pérennise, il faut qu'on l'accompagne. Alors certes, les subventions, etc. Par contre, il faut qu'on monte des projets ensemble. Il faut que l'association sache où elle va. Donc c'est pour ça que nous prendrons des délibérations pour donner des subventions sur un projet triennal. Ça permet à chaque association de pouvoir se projeter sur l'année d'après et de ne pas courir après les finances en début de saison, le temps que le vote soit fait, etc., etc. Donc, ça, ce sont des vrais projets. Par contre, ça ne pourra, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à toutes les Vicoises et à tous les Vicois. Donc, il faudra que le projet soit, peaufiné entre les membres de l'association, et Dieu sait qu'ils sont actifs, et la municipalité, puisque c'est de l'argent public. Alors, la question qui m'a été posée après, la piscine ouverte toute l'année pour quand? Ah, ça fait partie des regrets que j'ai pu avoir sur l'ancienne communauté de communes Vic-Montané. C'était un projet que j'aurais voulu voir. Ça ne s'est pas fait. D'autres choix ont été faits. Puisqu'en fait, nous nous sommes rendus compte que une action a été menée. Une équipe de compétents est partie rencontrer différentes collectivités qui avaient fait des piscines ouvertes toute l'année, qui avaient fait ce choix-là, donc qui avaient fait les investissements. Nous avons envoyé des personnes compétentes, puisque parmi elles, il y avait 2 maîtres nageurs, donc ça me semblait quand même des personnes compétentes, dont un qui est un de nos colistiers, Patrice Cancel, que beaucoup connaissent. Ils sont partis, ils ont été rencontrer les collectivités, ils sont allés rencontrer les utilisateurs pour voir tous les problèmes et toutes les possibilités, toutes les options possibles. Lorsque ils sont revenus avec les différentes possibilités, et une des options était le bassin nordique, à savoir on agrandissait, on passait du bassin intérieur pour aller nager à l'extérieur sans couverture, dehors, qu'il pleuve, le froid, peu importe, vous êtes dans l'eau chaude. Et vous rentrez ou vous changez à l'intérieur. C'était un des projets. Nager dehors lorsqu'il fait -2, dans une eau chaude, c'est quand même très agréable. Donc c'était un des projets qui avait été retenu. Or, nous nous sommes rendus compte que sur la piscine de Vic, qui date quand même depuis 40 ans, un peu plus même, la piscine de Vic avait de gros problèmes techniques. Des fuites qui se faisaient dans des endroits où il était impossible d'accéder. Nous avons eu une fuite qui nous a coûté plus de 50 000 € pour une pièce à 100 €. Parce que, à l'époque, lorsque ça a été construit, nous n'avions peut-être pas les connaissances techniques, ils n'avaient pas à l'époque peut-être réfléchi sur le long terme. Un élu, il gère le moment, mais il doit penser à demain. Il doit penser au moment où lui, il ne sera plus du tout là. Et il doit penser à l'avenir, il doit penser aux enfants, il doit penser à tout ça. C'est la mission première de l'élu. Ce n'est pas de gérer son mandat, c'est de gérer l'après-mandat, mettre sur les rails. À l'époque, il n'avait pas imaginé tout ça, et puis résultat des courses, il a fallu faire d'énormes travaux qui ont coûté une fortune, et qui du coup ont empêché de faire ce projet-là. Sur ce mandat-là, je ne connais pas encore les finances de la communauté de communes, puisque je ne suis pas à la commission finances et que nous avons que peu d'informations. Nous avons des documents qui sont plutôt indigestes, on va le dire comme ça. Il sera intéressant de voir si nous avons les ressources pour le faire. Pour moi,
Alors, je ne suis pas un grand nageur, donc c'est pas personnellement. Hein. Par contre, je pense que c'est très, très important que sur le nord du territoire, il y ait une piscine qui soit ouverte toute l'année. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui, entre midi et deux, aimeraient faire des longueurs pour se détendre. J'en connais pour ma part qui vont à Tarbes, aller-retour, parce qu'ils ont 2 heures de coupure, mangent un sandwich en y allant, font leur longueur et rentrent au travail. Nous avons le bassin de population nécessaire pour tout ce qui est scolaire en termes d'apprentissage, mais aussi en tant qu'adulte. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de la population vieillissante, il y a beaucoup de personnes qui sont à la retraite qui aimeraient pouvoir toute l'année venir se faire des longueurs tranquillement, travailler. On travaille sur sa condition physique, son souffle, la coordination des mouvements, enfin, etc. Et donc demain, ce sera un des projets que je soumettrai au président de la Comcom. J'espère que nous y arriverons. Ça, c'est sans garantie, mais au moins, on essaiera. Stationnement, circulation en ville, à quand des pistes cyclables, comment? Ça, là, j'espère que vous arrivez jusqu'à demain matin, parce que là, si on veut répondre de façon précise, stationnement, circulation en ville. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un technicien de la voirie. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce que je sais, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je sais, c'est ce qu'il ne faut pas refaire. Faire des agencements intérieurs pour se faire plaisir, sans concertation, sans réfléchir sans intégrer au milieu une piste cyclable, tant qu'à refaire du goudron, faire au milieu le long du canal. Pourquoi n'a-t-on pas fait une partie roulante en vélo? On fait des trottoirs qui font 6 mètres de large en béton. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce que je sais, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et ça en fait partie. La circulation en ville, un des axes primordiaux, c'est bien sûr la déviation est-ouest. Aujourd'hui, Vic est en souffrance. Nous, chaque fois que nous rencontrons des Vicoises et des Vicois, c'est une des questions récurrentes. Les camions au centre-ville. Il y a déjà eu des drames à cause de ça sur notre commune. Une fois élus, nous irons peser de tout notre poids et on ne lâchera pas sur nos 2 conseillers départementaux, sur le président du conseil départemental. Lorsqu'on est capable de trouver des centaines de milliers d'euros pour regoudronner une route parce que le Tour de France arrive, on doit pouvoir trouver quelques millions pour faire une déviation qui permette la sécurité de nos enfants et de nos concitoyennes et nos concitoyens. La circulation, je n'ai pas les solutions. Par contre, tout ça, ce sont des choix politiques. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des sous pour développer le sud du département extrêmement touristique? Mais il ne faut pas perdre de vue que l'argent qui finance les actions du sud du département sont en partie financées par les contributeurs du nord du département. Donc il serait plus que bien, sur ce mandat-là, que les premiers coups de pelle soient donnés sur la déviation est-ouest. Les pistes cyclables, on l'a dit, bien sûr, les pistes cyclables, route de Pau, route de Tarbes, route de Rabastens. Je pense que pour faire du vélo, il faut vraiment avoir la foi. Parce que lorsque vous vous promenez sur la route de Rabastens avec 2 camions qui se croisent, je pense qu'en vélo, il n'y a plus qu'une chose à faire, sauter et se mettre sur le trottoir. Donc vraiment, ces réflexions-là, il va falloir qu'on s'en préoccupe et de façon, une vraie préoccupation, des vraies actions. Alors, voyez, sur ce type de projet, je fais quasiment jamais de vélo. Donc, ce n'est pas moi qui gérerai ce projet-là. On a des personnes dans notre équipe qui se déplacent quasiment qu'en vélo. Ces personnes-là, comme d'autres qui ne sont pas de notre équipe,
seront les personnes qualifiées qui viendront travailler avec les services de l'État, les services du département, les services de la municipalité, afin qu'on arrive à trouver des solutions. On ne pourra pas raser les maisons, hein. Donc il faudra se faire avec le bâti, avec ce qui nous est proposé, mais il faudra, chaque fois que c'est possible, chaque fois que nous refaisons une route, se poser les questions du cheminement piéton, du cheminement pour les personnes à situation de handicap et du cheminement en vélo. Alors, je vous demanderai d'écrire un peu plus gros, merci. Si vous êtes élu maire, quel sera l'avenir des tablés de Vic? Ah, les tablés de Vic. Les tablés de Vic, nous ne nous sommes jamais opposés au fait de faire un festival autour de la gastronomie. L'idée de M. Ménette était, nous avons trouvé dès le départ que ce n'était pas une mauvaise idée. La gastronomie est un vecteur de plaisir, de convivialité. Là où ça commence à être compliqué pour nous, c'est la manière de l'appréhender. On fait de la convivialité entre personnes plutôt aisées, à 25 € le repas. Voilà, on élimine beaucoup de monde. Petite famille à 100 € hors vin. Alors ça, déjà, ça nous commence à nous poser problème. Mais en plus, in fine, alors les chiffres sont variables selon les études. Vous savez, il y a les chiffres selon la police et selon les manifestants. D'après l'équipe actuelle, c'est pas un gros gouffre. D'après ceux qui ont quitté l'équipe actuelle, mais qui étaient dans l'équipe de M. Ménette, on est aux alentours de 100 000 €. Et je crois qu'on est même plutôt aux alentours de 150 000 pour d'autres personnes. Pour nous, c'est impossible de vous dire à combien nous avons perdu d'argent sur ce type d'action. Puisqu'à chaque fois que nous avons interrogé le maire, nous n'avons jamais eu les éléments de réponse. Nous n'avons jamais eu un seul bilan de toutes ces activités. Le comité citoyen de vigilance est allé demander les chiffres afin de pouvoir les étudier. Réponse, pas de réponse. Ils ont saisi la préfecture, in fine, ils ont eu les chiffres. Sachant que sur les chiffres, ça dépend de la ventilation. Ils ont quand même trouvé plus de 100 000 € de pertes. Alors que le maire ne nous a jamais dit le moindre chiffre. Ça, c'était le début. Dernier mandat, dernière année, il nous fait voter en conseil municipal, c'était en mois de juin, je crois. Oui, c'était au mois de juin, juste avant les tablés. La transformation de l'animation Les Tablés en une association Les Tablés, dont la commune serait partenaire, prêterait le matériel, le personnel, etc., etc. Nous avons posé des questions. Nous avions un projet en main, un projet de statut, de protocole de convention, c'était ça. Il nous a fallu, les élus qui m'accompagnent, il nous a fallu 9 mois, puisqu'on les a eu au mois de mars, pour enfin avoir la convention. Nous avions demandé les statuts de cette association qui s'était composée. Les statuts nous arrivent avec un président, alors que vous pourrez écouter le conseil municipal, je crois que c'était le 17 juin, où monsieur le maire dit « Je ne peux pas être président de l'association et être maire. Je ne peux pas signer avec moi-même. » Or, il est président d'honneur, président à vie d'une association et maire. Donc, il signe avec lui-même des aides, des échanges d'hommes, des échanges de matériel, de personnel payés par vos impôts pour une association dont il est le président et dont le trésorier est Patrick Roucault. Alors, bien sûr, comme on leur a mis la pression, ils nous ont vite changé les statuts en février. C'est M. Bullet qui est sur sa liste et Mme Caron qui est aussi sur sa liste. Bon. Autant dire que ça, c'était de l'enfumage qui n'a pas marché puisque les statuts
la préfecture nous les avait transmis et il était signataire. Donc le problème était réglé. Sur les tablés, enfin, sur cet arrangement-là, en disant cette année, la commune met tous les moyens en action, donc nos impôts. Par contre, la buvette, c'est l'association qui la prend. En fait, dans un événement comme ça, la seule chose qui soit bénéficiaire est la buvette, bien sûr. Ben, l'association, les tablés, prend la buvette, ramasse les sous, et tout le reste est payé par vos impôts. Tous ces dysfonctionnements-là, ça ne peut plus vivre. Ce n'est plus possible. Nous n'avons plus les moyens. Aujourd'hui, chaque euro dépensé doit être justifié. Quant à l'animation, les tablés, il n'est pas question pour nous non plus. Maintenant, c'est un rendez-vous vicois. Et ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, ce festival gastronomique est un vrai rendez-vous vicois. Sauf que nous le voyons complètement différemment. Il doit être à la fois ouvert au maximum de Vicoises et de Vicois. Il doit être à la fois axé au maximum sur les producteurs locaux. Il faut que l'argent que la collectivité met, je ne dis pas qu'une animation doit être bénéficiaire. Lorsque je m'occupais de l'Octave, lorsque nous faisions des concerts, nous perdions de l'argent quand un concert venait, ne remplissait pas. Nous perdions de l'argent. Mais le lendemain, nous avions des gens avec des sourires jusque-là, donc leurs impôts servaient à leur avoir fait passer un moment de convivialité, un moment de partage, un moment d'émotion. Donc le fait que les tablés, que ce festival ne soit pas rentable, c'est une chose. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller payer des prix pas possibles, des chefs qui viennent de je ne sais pas où? Nous sommes dans une région où la gastronomie est quand même assez bien ancrée et assez bien représentée. Ben, commençons par aller chercher les chefs que nous avons autour de nous. Faites-les réfléchir, faisons-les réfléchir autour d'un mets, d'un produit de chez nous et réfléchissez là-dessus, travaillez. Il n'empêche pas que nous pouvons prendre un par un des tablés que l'on finance, qui vient de Paris ou d'ailleurs. Un chef étoilé, par contre, pas des quatrièmes de Masterchef et tout ça. Un chef étoilé, un vrai, qui serait le parrain. Et moi, nous en avons parlé, c'est un sujet qui fait débat au sein de notre groupe parce que, sincèrement, nous pensons que ça pourrait tellement être mieux. Tellement être mieux. Le festival devrait pour nous être plus grand, plus long. Et pourquoi, tant que nous avons des chefs tous autour, là on les a, nous ne demanderions pas que par exemple le vendredi midi, ils se mettent tous au boulot pour faire une recette, pour faire un plat, pour faire un menu qui pourrait être amené, distribué gratuitement aux personnes âgées qui sont dans les EHPAD ou qui sont dans les maisons de retraite. Pour faire participer ces gens-là qui ne viendront jamais au tablé à un vrai moment de plaisir culinaire. Pour la collectivité, ça ne coûterait quoi? Les chefs sont déjà là. Donc les déplacements, l'hébergement, c'est déjà fait. Pour la collectivité, ce sont simplement d'acheter les mets. Et en travaillant avec les producteurs locaux, c'est toujours tellement plus facile. Voilà une des idées que nous avons. Pour nous, les enfants ne sont pas au rendez-vous de ce festival gastronomique. Les personnes âgées ne sont pas au rendez-vous. Les personnes à situation modeste ne peuvent pas être au rendez-vous. Nous, le festival de gastronomie, demain, doit inclure la population de tout notre territoire. D'autres questions? Conclusion. Bon, écoutez, pour moi, c'est un exercice qui n'est pas simple puisque ce n'est pas nos habitudes. Je ne passe pas toutes les semaines en vidéo depuis mon bureau pour parler de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, hein, mais dans tous les cas, ce n'est pas notre façon de faire. Donc, je vous invite, nous vous invitons à, d'une part, le flyer, je vous montre le flyer, vous avez dû l'avoir dans votre boîte aux lettres. Nous vous invitons aux 2 réunions publiques privées dont je parlais au début, le samedi 20 après-midi. D'abord,
au niveau de chez Olivier Berquet, au Sécuritest là-bas. Alors, vous l'avez à. Alors, les heures, c'est 15h, 17h. Et ensuite, chez Angèle Pélaès, 17h30, 19h30. Le samedi 24, chez Nathalie Abaïr, quartiers américains. Alors, chez Angèle Pélaès, c'est la Montagnère. Et enfin, chez Patrick Fernandez, au centre-ville, il habite rue de l'Abattoir. Nous invitons à venir nombreux nous poser des questions en direct. Comme j'ai l'habitude de dire, nos réponses seront peut-être longues, parce que je suis bavard. Par contre, elles seront sincères, elles seront vraies. Et vous verrez, si vous nous donnez votre poids pour gérer cette ville, que tout ce qu'on vous promet, nous, on le tiendra. Je vous remercie de votre patience. Je vous remercie d'avoir fait l'effort et d'avoir participé à cette action qui m'est complètement nouvelle. Merci et j'espère vous rencontrer. Nous espérons vous rencontrer le 20, le 24 ou le 26. Chers Vicois, merci.